On a une personne d'adresse IP 127.0.0.1 qui a utilisé le mot de passe, mon super mot de passe, avec comme agent utilisateur Mozilla, Firefox, Windows, 64 bits. Consultant sécurité, profil, on nous dit bac plus 3 à 5, idéalement dans la sécurité. Mais on n'a pas forcément les formations qu'il faut derrière, on est en pénurie de compétences en cybersécurité, on n'est pas obligé d'avoir un bac plus 5 pour prouver absolument quelque chose. Si vous aviez affiché votre mot de passe publiquement sur un site il y a 5 ans, vous l'avez retiré depuis, vous pensez que c'est bon, eh bien sachez qu'il est toujours disponible aujourd'hui, et on peut même le trouver facilement. Voici 5 domaines qui vous promettent un travail et des challenges palpitants dans les années à venir en cybersécurité. Pour chacun d'eux, je vous donnerai un exemple concret d'application et des ressources pour apprendre. Peu importe que vous soyez débutant ou pas, peu importe votre âge ou votre diplôme, vous pourrez faire carrière demain si vous commencez votre apprentissage aujourd'hui. Numéro 1, la déception. La sécurité par la déception est une technologie émergente qui consiste à détecter, ralentir, piéger, dévier et plus généralement empêcher un intrus d'accéder au système d'information d'une entité. L'idée étant de jouer le jeu des pirates et de placer des leurres pour les attraper la main dans le sac. Le leurre s'appelle aussi un honeypot ou pot de miel en français. On va en fait placer un système, une donnée ou un site volontairement vulnérable dans un système existant pour le piéger. Plusieurs options sont possibles ensuite, soit bannir et signaler l'intrus, soit étudier ces techniques, ou encore le laisser bloquer dans le système leurre aussi longtemps que possible, de la même manière qu'on déposerait un piège à insectes à quelques mètres de notre table de pique-nique en été pour pouvoir manger tranquillement. L'avantage de cette technologie déception, c'est qu'elle est extrêmement souple. Il peut s'agir par exemple d'une fausse base de données avec des identifiants fictifs à l'intérieur. Il peut s'agir d'un lien piégé qu'on laisse traîner dans un espace privé pour pouvoir détecter les clics et donc les intrusions. Il peut s'agir d'une fausse adresse email qui fait croire aux pirates qu'ils disposent de la vraie information. Il peut s'agir de faux comptes sur les réseaux sociaux ou des faux comptes utilisateurs sur un système informatique. Il peut également s'agir de faux ports ouverts qui visent à repérer les scans de ports et bien d'autres. Et pour cela, rien de mieux qu'une démo où je suis ici sur le site canarytokens.org qui vous permet de sélectionner ce qu'ils appellent un token, donc c'est en quelque sorte un pot de miel, et vous pouvez voir ici qu'on peut par exemple créer un pot de miel qui est une URL qui va donc nous informer dès que quelqu'un clique dessus. On a également un faux document Microsoft Word qui va donc nous alerter à nouveau dès qu'une personne va l'ouvrir. Pareil avec Excel. On a également un QR code, on a une image, je crois que j'ai vu quelque part, voilà, elle est là, Custom Image. On a un document PDF également, un programme exécutable, bref, même un serveur de base de données, vous voyez ici justement, ou encore une adresse email. Alors là, celui qui m'intéresse particulièrement, c'est le document Microsoft Word. Je vais faire un rapide exemple juste avec celui-ci pour que vous puissiez le voir en pratique. Je suis sur yopmail.com, le fameux, pour avoir une adresse jetable pour cette démo. Ce qui va se passer en fait, c'est que ici, le site nous demande notre propre adresse email ou une URL qui va nous permettre de recevoir l'information. C'est-à-dire que là, on ne va pas donner quelque chose de faux, on va donner quelque chose où on peut être joint en fait. Donc je mets ici cette adresse, encore une fois c'est pour l'exemple, et on a un reminder, donc une note que l'on peut associer à ce token, par exemple dire document Word piégé à envoyer par email, alors envoyer oui ou non, bref, vous comprenez. Je fais ensuite create my canary token, il me dit pas de ceci, voici votre fichier Microsoft Word. Très bien, il vient juste de me le télécharger, je vais donc faire ouvrir le fichier. Pour l'instant, rien ne se passe. Vous voyez que le fichier est ouvert, alors il est vide, bon, peut-être un petit peu dommage, on devrait pouvoir mettre des choses dedans. D'ailleurs, on peut sans doute l'éditer. Je vais faire activer la modification. C'est là que je fais en gros que je lance l'alerte. Je referme ce document. Je vais dans ma boîte de réception, j'actualise, et puis regardez, j'ai reçu une alerte qui me dit que le document Word piégé, vous voyez, qui me redonne le texte ici, a été ouvert précisément le 21 mars à 20h53 et par l'adresse IP suivante sur Mozilla Firefox. Voilà un exemple très simple en pratique de ce piège, de cette technologie de déception. Je vous propose également
ensuite d'installer vous-même votre propre système, parce que là vous voyez que c'est pas forcément très souple, on génère ça, si le service ensuite ne fonctionne plus, on n'a pas forcément les alertes. L'idée c'est d'avoir quelque chose de le plus personnalisable et le plus stable dans le temps possible. Je vous propose donc une alternative qui s'appelle Open Canary, et qui est en fait tout un système de honeypot que l'on peut utiliser et personnaliser. Pour vous le montrer en pratique, eh bien c'est très simple. Je vous propose de vous rendre donc sur le GitHub que je vous donne dans la description. Vous copiez ici le lien .git. Je ne sais pas si je l'ai fait correctement, copier, voilà. Et vous pouvez utiliser, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, le Google Cloud Shell qui vous donne accès à un terminal Linux directement dans votre navigateur. C'est gratuit, il vous faut juste un compte Google. Là encore, je vous donne le lien, comme ça vous pouvez le faire. Pour moi ici, c'est surtout pour vous montrer, pour pas avoir à vous montrer qu'on va installer Linux, etc. C'est vraiment pour qu'on ait tout sous la main. Alors, la connexion a été perdue. Bon, ok, je vais commencer par actualiser la page pour être sûr que tout fonctionne. On le laisse charger cette machine. Hop, je vais agrandir ce petit terminal. Une fois que je suis donc connecté, en gros, vous voyez ici, j'ai mon interface, mon terminal, je vais taper git clone, et puis je vais faire CTRL V de ce point git que je viens juste de recopier. Il me dit c'est bon, ok, on a tout ce qu'il faut. Je fais cd open, et j'appuie sur la touche tab pour auto-compléter Open Canary. Je vais donc dans ce dossier que je viens juste d'importer depuis GitHub. Et dans celui-ci, eh bien, je vais suivre la documentation tout simplement qui va m'indiquer comment faire pour l'installer. Je descends ici, Ubuntu, c'est parfait, et je vais donc taper les commandes qui me proposent une par une. Par exemple, en installant Python, alors bon, Python est déjà installé normalement dans l'environnement. Je vais faire ici yes, donc grand Y puis entrée, je le laisse installer tout ce qu'il faut, il me dit que c'est bon, tout est déjà installé. Je vais ensuite continuer en... Alors j'ai pas installé ici Samba, ça servira pas à grand chose pour l'exemple. Je vais taper cette commande pour créer l'environnement virtuel. Là, il me donne une erreur, c'est parce que j'ai installé avant Python 3 Virtual Env, alors que dans mon environnement Google, il était déjà installé. C'est pas grave, ça arrive, c'est des choses qu'il faut des fois adapter, hein, ça fait partie du jeu. Je vais faire sudo apt-get remove et je vais retirer de nouveau. Alors si vous ne l'avez pas encore fait dans votre vidéo, ben, enlevez-le tout simplement de cette commande, ça pourra très bien marcher, sinon faites comme moi. Vous le retirez avec sudo apt-get remove python 3-virtualenv. On le laisse retirer tout ceci, on lui dit yes, on n'en veut pas de ça. D'ailleurs, je crois que je viens juste de le réinstaller avant. Bon, bref, c'est pas bien grave, ça changera rien. Avec la flèche du haut du clavier, je retape ma commande virtualenv espace env. Il me dit c'est bon, il a créé l'environnement, donc c'est qu'on est bon. On passe ensuite à la commande suivante pour l'activation. Hop, là vous voyez qu'on a le terminal qui commence par env. Je vais faire CTRL L pour voir plus clair dans mon terminal. Je suis donc bon ici et je vais installer ensuite pip install Open Canary. Donc je vais installer ce fameux logiciel de honeypot qui s'appelle Open Canary. Je le laisse faire tout ceci. Voilà, c'est fait, parfait. Et à présent, je vais descendre un petit peu dans la documentation et je vais aller sur Running Open Canary où il me dit on va commencer par faire ici un Activate. Hop, je fais ceci. Je vais ensuite pouvoir faire Start. Mais il me dit par contre au début il faut faire un copy config pour récupérer la configuration et pouvoir l'éditer avant de lancer cet outil. Donc je copie cette commande. Voilà, il me dit le fichier a été créé etc canary etc canary conf. Bon bah parfait. Je vais nouveau nettoyer le terminal, CTRL L pour y voir clair. Alors je vais ici taper sudo nano et je fais etc. Alors j'utilise la touche tabulation Open Canary D, voilà. Et de nouveau la touche tabulation pour auto-compléter. Je vais donc éditer ce fichier opencanary.conf et là vous voyez en fait toutes les configurations que je peux changer dans ce système de honeypot. Par exemple, j'ai ici FTP enabled true. Donc par défaut, il me dit on active le service FTP. On a en dessous le port 21 par défaut et on a la bannière FTP. C'est-à-dire ce que notre faux serveur ici FTP va afficher à l'utilisateur.
On peut mettre ce qu'on veut, je vais laisser ici par défaut. On a plus bas HTTP cette fois-ci, avec de nouveau une bannière mais HTTP. Là, note importante, on a souvent le pirate dans sa phase de scan, de test d'intrusion sur un site web qui va essayer de récupérer les versions des services. D'ailleurs, le fameux logiciel Nmap permet, entre autres, de faire ceci. Et bien nous ici, on peut être plus malin que lui, on peut exprès dire, ah bah tiens, on va mettre la version Apache 2.1.18, je dis n'importe quoi, en imaginant qu'elle est vulnérable, et donc elle va attirer le pirate vers ceci. Ensuite, j'ai en dessous HTTP enabled false. Je vais donc l'enlever, je vais mettre true pour activer ce service HTTP également, notamment pour pouvoir vous faire la démonstration. On a en dessous le port. Par défaut 80, je vais mettre 80-82 ici pour être sûr que la démo fonctionne sur le Cloud Shell. Et ainsi de suite. Vous voyez qu'on a beaucoup d'autres services de configuration qu'on peut changer. On peut activer MySQL en lui donnant à nouveau une bannière. SSH, ça aussi super important pour la connexion à distance. Redis, SNMP, NTP, bref, on a beaucoup de choses. Vous voyez ici, on peut même définir les mots de passe par défaut et le nom d'utilisateur. On a mis admin 1. Bref, c'est OK. Je fais CTRL O puis entrée, et puis CTRL X pour sauvegarder ce fichier. Tout est presque bon, enfin tout est bon d'ailleurs, j'ai plus qu'à le lancer. Je vais donc faire Open Canary D-start. Et là vous voyez qu'il me dit qu'il n'a pas réussi à trouver le fichier de configuration dans le répertoire, c'est pas grave. Il ne l'a pas trouvé ici non plus, c'est pas grave, parce qu'il a trouvé dans ETC, c'est celui qu'on vient juste d'éditer. Il cherche en fait dans plusieurs endroits. Un petit peu dommage qu'il nous indique erreur, bon, il aurait pu tout simplement dire qu'il a trouvé dans l'un des trois. Bref, on voit ensuite les logs qui s'affichent. Et on a log data ici avec le message qui nous dit le service Canary HTTP a été activé. Le FTP également, c'est ce qu'on a vu, et il dit Canary running. C'est que c'est bon, ça fonctionne. Et donc, il est lancé. Ce que je vais faire à présent, c'est que je vais pouvoir le tester. Pour ce faire, je me rends dans l'interface de Google tout en haut sur Aperçu sur le web et je fais modifier le port. Là, je peux sélectionner un port, par exemple le 8082 que je viens de donner et que je viens du coup d'éditer en 8083. Suivez bien ce que vous avez mis dans votre fichier de configuration et puis faites modifier et prévisualiser. Et là, vous voyez que on prend la place de l'attaquant qui se connecte à notre serveur piégé et qui se retrouve sur le site web ici qui simule DiskStation avec un nom d'utilisateur mot de passe. Ça, c'est vraiment notre service de Honeypot qui vient juste de le créer. Et on peut donc imaginer que l'attaquant va essayer ici de s'y connecter. Il va taper admin, mon super mot de passe. Il va essayer de se connecter. Ça va dire que c'est invalide. Il va essayer d'autre chose. Potentiellement, il va se connecter. Je ne sais pas si on a ici l'identifiant. Peut-être, je sais pas. En tout cas, il y aura peut-être un faux message, par exemple, qui lui dit c'est bon, vous êtes connecté. Bref, on s'en moque. Nous, on revient sur notre système. Je vais de nouveau faire CTRL L pour y voir plus clair. Hop, parce que j'ai eu une erreur de connexion, je ne sais pas pourquoi. Je fais cat /var/tmp et opencanary.log qui est le fichier log par défaut de OpenCanary. Et là, vous voyez, si je vais tout en bas, eh bien, on voit dans cette ligne précisément, si j'arrive, hop, il nous dit le 21 mars, précisément à 21h06 et 34 secondes, eh bien, on a une personne d'adresse IP 127.0.0.1, ici c'est parce que c'est un test en local, qui a utilisé le mot de passe, mon super mot de passe, sur index.html, avec comme agent utilisateur Mozilla, Firefox, Windows, 64 bits, le nom d'utilisateur admin, et voilà. Et donc, du coup, on récupère ainsi, comme vous pouvez le voir, les informations en temps réel de ce qui se passe dans notre honeypot. On pourrait ici tout à fait effectuer des actions ou par exemple lire ce même fichier et puis faire des bannissements automatiques pour protéger notre système. Pour finir avec ce point, je vous propose également un GitHub complet avec tout plein de projets honeypot qui sont vraiment très intéressants, et si ça vous intéresse ce point-là, je pense que vous allez vraiment trouver ce qu'il faut là-dedans. J'ai par exemple vu, je crois que c'était ici, Miniprint, que j'avais bien aimé, qui simule en fait une imprimante connectée.
et qui permet à nouveau de faire croire aux pirates qu'il va utiliser Shodan, le moteur de recherche des hackers pour les objets connectés, qu'il va penser trouver une imprimante pour connecter, pour pouvoir imprimer des fichiers, etc. Et en fait, il va juste tomber dans votre honeypot et vous allez pouvoir récupérer son adresse IP, etc. Bref, c'est l'un des exemples d'utilisation de ces honeypots. Et dans le futur, il est très probable qu'il y aura de plus en plus de technologies à ce sujet et de plus en plus d'utilisation de ces honeypots. Ah, et j'avais oublié, j'ai également fait une vidéo à ce sujet que je vous donne en ressources additionnelles qui vous montre un projet que j'ai moi-même fait, comme quoi je ne dis pas seulement ça pour vous, je l'applique aussi à moi-même. J'avais fait un projet qui permet de créer un dossier piégé sous Windows, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple faire un dossier que vous appelez privé, vous mettez vos documents dedans, et si une personne clique sur ce dossier, dans le futur, eh bien vous êtes informé à nouveau de la date du clic, etc. Et donc vous pouvez repérer une éventuelle intrusion sur votre propre système informatique. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'applications possibles. Numéro 2, l'intelligence artificielle, évidemment, et par extension, le machine learning et la data science. Le machine learning, c'est une sous-partie de l'IA qui se concentre sur la façon dont les ordinateurs peuvent apprendre à partir des données. C'est comme lui montrer 100 000 images de chats et de lui demander ensuite si une image donnée est un chat ou non. Ou encore de lui demander de créer une image de chat selon les données qu'il détient. Le machine learning fait aussi partie de la data science qui consiste à analyser, à extraire, à visualiser et à traiter des données. Ces concepts s'appliquent donc pleinement à la cybersécurité et continueront de s'appliquer à celle-ci dans le futur. Par exemple, la détection d'intrusion, où l'on va se baser sur un certain comportement, sur des traces laissées par des attaques. Si l'on reprend l'exemple des 100 000 images de chats, on peut les transposer à 100 000 tentatives d'intrusion, notamment à travers les honeypots qu'on vient juste de voir. Vous voyez que les domaines peuvent tout à fait se croiser. Et si l'algorithme utilisé arrive à détecter une certaine démarche ou des indicateurs redondants, eh bien il peut lancer l'alerte, bloquer, etc. À ce sujet, j'ai ici un papier de recherche qui cite une technologie dite du Deep Unsupervised Algorithm qui analyse des paquets réseau et passe le taux de détection de menaces de 1% initialement à 95% avec un taux de faux positifs inférieur à 0,1%. Autant vous dire que c'est comme un super antivirus qui arrive à presque tout détecter sans erreur. Par extension, on a la détection de mouvements dits latéral après piratage, dans lequel le pirate va en fait essayer d'infecter un second système une fois qu'il est entré dans l'un d'eux. Il va peut-être aussi essayer d'augmenter ses privilèges et on va donc pouvoir anticiper ses actions. Là encore, en se disant, tiens, via le machine learning, lorsque un intrus entre dans le système, il fait souvent ceci ou cela, et donc on va pouvoir à nouveau anticiper. Encore un autre exemple, la détection de malware ou de virus informatique, où on va à nouveau avoir une approche basée sur le deep learning qui peut en fait transposer des programmes en images et donner un taux de détection là aussi et à nouveau de plus de 98,5%. Je vous montre quelques exemples. Et une petite dernière application, eh bien, c'est le phishing. Là encore, c'est le même principe où on peut, avec le système, chercher une centaine d'indicateurs directement comparés par rapport à des données existantes et définir si oui ou non le site est potentiellement malveillant, contrairement à la personne, à l'être humain, j'ai envie de dire, qui peut aussi le faire, mais qui va peut-être prendre plus de temps par exemple. Alors à ce sujet, au niveau de l'intelligence artificielle, petite note, j'ai eu des discussions avec certaines personnes qui disent que l'IA risque de remplacer des métiers dans la cybersécurité, notamment depuis ChatGPT, qui annonce d'ailleurs lui-même quel métier il risque de faire disparaître. Je ne pense pas personnellement que des métiers vont disparaître. Il y en a qui vont changer. Je pense par exemple à tout ce qui est analyste de la menace, qui pourra peut-être plutôt devenir développeur d'applications de détection par intelligence artificielle. Et surtout, je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui vont être créés. Qui sait, peut-être que vous serez, en 2030, éthicien cybersécurité ou éthicienne cybersécurité qui vérifiera l'application éthique des outils d'IA dans la cybersécurité, ou encore analyste de comportement qui étudiera les motivations et les comportements des pirates en se basant sur les données, et pourquoi pas être spécialiste en sécurité bioinformatique pour éviter les futurs implants qu'Elon Musk nous mettra par exemple dans le cerveau et qui pourraient poser des problèmes en cas de piratage.
Et puis au final, il n'est pas question de créer un système IA automatisé qui fonctionnera à coup sûr dans le futur sans plus jamais avoir à y toucher. Les adversaires aussi utilisent et utiliseront l'IA, les technologies changent, il faut donc des personnes pour maintenir tout cela également. Le solde entre les métiers créés et les métiers perdus est donc largement positif. Donc, pour passer à la pratique et plonger dans ce sujet du machine learning à partir de zéro, je vous propose une formation complète, gratuite sur GitHub. Je vous donne évidemment le lien dans la description. Alors, il faut savoir que malheureusement, entre guillemets, c'est en anglais, mais c'est quelque chose qui est vraiment super bien fait, que j'utilise moi-même pour apprendre. Et vous avez en fait différents modules avec des exercices, avec des vidéos. Alors par exemple ici vous avez le module 1, introduction, on vous indique ce qu'est le machine learning, l'historique, etc., les différentes techniques. Si je reviens là à propos des techniques, on a par exemple la régression dite linéaire, vous voyez qu'on vous montre ici en graphique. Ce sont des techniques de machine learning que l'on peut appliquer ensuite dans nos divers systèmes. La régression linéaire, pour faire un simple exemple, c'est par exemple pour pouvoir prédire les ventes ou les visites d'un site web, en sachant que on se base sur une sorte de formule mathématique qui montre que on a une sorte de courbe comme ça, par exemple, entre la nuit et le jour, qui fait ceci avec les visites, ou par rapport aux périodes de l'année, on a les fêtes, on a l'été, etc. Et ainsi, on peut prédire ce qui peut se passer dans le futur. Et tout ce machine learning fonctionne avec différents algorithmes, différentes techniques comme ceci, qui permettent en fait de créer une certaine correspondance entre une donnée, une activité passée et une activité future que l'on va essayer de prédire de la meilleure des façons possibles. Donc vraiment un super GitHub que je vous recommande si ça vous intéresse, tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning également. Et d'ailleurs, une autre astuce super importante que je vous donne ici, c'est le fait de vous renseigner en amont dans les papiers de recherche sur les tendances, les nouveautés du domaine qui vous intéresse, par exemple de la cybersécurité. Je suis ici sur scholar.google.com et vous pouvez par exemple taper cybersécurité ou cybersecurity peut-être plutôt en anglais. Je suis désolé pour les anglophobes, mais il y a quand même beaucoup plus d'informations en anglais. Et là vous pouvez trier par exemple depuis 2023 et voir les tout derniers papiers de recherche, en quelque sorte les dernières nouveautés, le futur également de la cybersécurité. Regardez ici, j'ai par exemple ChatGPT, le rôle de la cybersécurité pour protéger les informations médicales. Ce qui est super important à comprendre par rapport à ça, et ça me fait penser, j'avais un professeur d'intelligence artificielle à l'université qui connaissait très bien son job et qui disait qu'il y avait en fait un gros délai entre les publications ici de ces papiers de recherche et la grande industrialisation, la mise au grand jour, disons, au niveau du grand public. Et il se passe par exemple 5 ans, 10 ans, peut-être même plus entre ces deux choses-là. Pour illustrer ça, on parle tous en ce moment de ChatGPT, etc. J'ai ici le papier de recherche original de OpenAI, donc de ces 4 différents chercheurs qui ont présenté ce fonctionnement en disant que c'était super bien, que ça fonctionnait bien. Vous voyez qu'il y a toutes les formules mathématiques que je ne comprendrai probablement jamais et je ne cherche même pas à comprendre. Mais ce papier-là, ce que je voulais dire, c'est qu'il a été publié en 2017. 2017, et ChatGPT a été popularisé fin 2022. Donc il s'est passé quand même 5 ans entre ce papier et la mise à disposition au grand public, et tout le monde en parle à présent. Tout ce que vous pouvez voir à présent dans ces différents papiers de recherche, eh bien pareil, transposez-les dans 5 ans, dans 10 ans, eh bien on parlera sans doute de ce qui est aujourd'hui publié en 2023, en 2019, etc. Et pour vraiment appuyer mon exemple, on parle de 5G depuis assez récemment, on va dire, parce que d'ailleurs si vous êtes comme moi, vous n'avez pas encore de couverture 5G, vous êtes encore en 4G, voire en 3G, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que regardez bien la date de ce papier de recherche sur la 5G, 2014. Depuis 2014, c'est en route, on parle de 5G. De nouveau, presque 10 ans après, il est enfin popularisé.
Regardez ici, on a le réseau 6G. Le papier sur le réseau 6G a été publié en 2019. C'est déjà, on en parle déjà, tout est déjà, alors pas tout bien sûr, hein, c'est à prendre avec des pincettes ce que je dis là, mais je veux dire que ça existe déjà, c'est déjà des travaux dessus en 2019, et peut-être que dans 5 ans on parlera de 6G en transposant plus ou moins ce qui est dit aujourd'hui dans ce même papier de recherche. Donc vraiment un domaine pilier et futur, vraiment à 100%, par rapport à la cybersécurité et par rapport à plein d'autres domaines que je vous propose d'apprendre dès aujourd'hui. Number 3, l'OSINT, le renseignement de source ouverte qui consiste à interroger tous les services publics et pas seulement sur Internet afin de trouver des informations sur une cible. Pour faire suite à ce que je viens de dire, l'OSINT est justement un domaine popularisé à partir des années 2016-2017 avec une grosse prise de connaissance en 2022 seulement. J'en ai fait une vidéo récemment en mettant en avant un site qui scrute les réseaux sociaux à la recherche d'images de chats pour les localiser sur une carte. Et bien l'OSINT, c'est justement étudier ce que les gens fournissent publiquement pour les analyser et traiter les informations en question. Il y a en fait 2 problèmes fondamentaux avec nos données personnelles en ligne qui sont à l'origine de l'émergence de l'OSINT. D'abord le fait que les lois ne sont pas partout les mêmes dans le monde. En conséquence, on ne sait pas qui fait quoi ou qui peut faire quoi de nos données. Aujourd'hui, les lois et réglementations européennes nous permettent d'avoir certes un certain contrôle sur nos données personnelles. On peut par exemple demander la suppression de nos données enregistrées sur un site au nom du RGPD. Sur le papier, une entreprise chinoise est censée appliquer cette réglementation également, si elle concerne un internaute européen, mais elle ne sera probablement jamais poursuivie si elle ne le fait pas. L'autre problème vis-à-vis de nos données personnelles, c'est que Internet n'oublie pas. 10 ans, 15 ans ou même 20 ans en arrière, il n'y avait pas de telle loi. Aujourd'hui encore, il n'y en a pas partout dans le monde. Par contre, nos données ne périment pas par nature. De nombreux outils sauvegardent tout ce qui se passe sur le web depuis des dizaines d'années, même à l'heure près. Si vous aviez affiché votre mot de passe publiquement sur un site il y a 5 ans, vous l'avez retiré depuis, vous pensez que c'est bon, eh bien sachez qu'il est toujours disponible aujourd'hui, et on peut même le trouver facilement sur Internet à l'aide de ces différents services d'historique et d'archives. Vous voulez une démo? Il y en a plein à ce sujet. Je vais commencer par un qui fait littéralement peur, qui est un service qui était disponible sur le dark web, où vous avez tous entendu parler, c'était il y a quelques années, il y a eu une grosse fuite de données de Facebook, où 400, ici c'est indiqué 400 millions de comptes Facebook ont été dérobés, enfin volés, ont fuité dans la nature. Et bien ce qui se passe, c'est qu'ils ont été récupérés, et des moteurs de recherche d'utilisateurs Facebook ont vu le jour, permettant, comme vous le voyez ici, de taper un nom, un prénom, ou un numéro de téléphone, ou un lieu de travail, ou une localisation, bref. On peut chercher littéralement une personne par son numéro de téléphone, ou on peut trouver inversement son numéro de téléphone à partir de son prénom ou nom, on peut trouver où il ou elle travaille, etc. Bref, c'est vraiment un problème qui n'existait pas avant, mais qui, aujourd'hui, est devenu super important. Un autre exemple, c'est le site sowsearch.info. Alors lui, il n'est pas illégal, parce que vous comprenez bien que ce que je viens de vous dire, non seulement c'est illégal à construire, et ça ne m'étonnerait pas que ça soit aussi illégal à utiliser. Voilà, vous ne pouvez pas non plus trop vous amuser à chercher dans les données personnelles des gens. Donc loin de moi l'idée de vous recommander d'aller sur celui-ci, et de toute manière il n'existe plus à l'heure actuelle. Mais celui-ci, SowSearch, existe bien, et en fait l'idée ici, c'est de tirer parti de ce que Facebook propose publiquement, c'est-à-dire tout ce qui est filtre de recherche. Alors regardez bien, par exemple ici, je vais pouvoir dire que je cherche des publications, des personnes, des photos, des pages, bref, un peu de tout, des vidéos par exemple. Je peux dire que je cherche des vidéos live ou alors des épisodes, je peux chercher des localisations si je le souhaite, je peux filtrer par date également, et par mots-clés. Par exemple, je vais dire ici cybersécurité en français, et là je peux dire show URL ou open URL in a new window. Si je fais show URL, ben vous voyez qu'il me crée en fait un lien Facebook avec ma recherche
préconçu, un lien en gros préconçu pour pouvoir trouver ce que je cherche. Alors on va essayer de faire quelque chose d'encore un peu plus, disons, recherché que ça. Par exemple, je vais dire start date 2014, hop, alors le mois on va dire on s'en moque, et end date 2019, donc on laisse une plage de 5 ans. On fait add date filter, et qu'est-ce que je peux encore pouvoir faire? Alors live par exemple, ou une localisation, voilà, on va dire Paris, add filter, et puis vous voyez qu'en bas il m'a créé les filtres. Si je fais show URL, vous voyez que cette fois-ci on a une URL beaucoup plus fournie, avec carrément un encodage ici dans les filtres. Donc vous vous doutez bien que en tant qu'utilisateur simple de Facebook, on a un petit peu de mal à trouver comment est-ce qu'on va faire un lien pareil. Mais si maintenant je me rends sur Facebook, et vous voyez que j'ai ici, par exemple, une vidéo BFM Business, 26 octobre 2017. Ici, j'en ai une autre. Allez chercher aux États-Unis les pépites, etc. BFM Business, bref. Je peux donc, comme ça, chercher. Alors, bien sûr, hein, je peux utiliser l'interface quand même de Facebook. Ça peut changer avec le temps, etc. Mais c'est juste pour vous montrer que des services plus ou moins automatisés permettent d'être beaucoup plus performants dans ces différentes recherches. Autre dépôt GitHub super important que je vous propose si ça vous intéresse, tout ce qui est OSINT, c'est la collection de SIB Detective qui montre plus de 1000 différents services d'OSINT triés par catégorie, carte, géolocalisation, nature même, aviation, politique, bref, transport, satellite, tout ce qui est Twitter, Facebook, YouTube bien sûr. Voilà, on a tout ce qu'il faut également là-dedans. Et pour vous montrer un autre projet concret qui me semble tout à fait pertinent dans ce que je viens juste de vous citer, avec le fait que les données personnelles n'expirent pas, ce projet s'appelle The Time Machine. Et ce qu'il fait, c'est qu'il weaponize, donc en gros il utilise Wayback Machine, donc le site archive.org qui sauvegarde tout Internet depuis 1900 je ne sais pas combien. Et ce qu'il fait en fait, c'est qu'il utilise cette historique pour en fait faire en quelque sorte un scan de vulnérabilité dessus. C'est-à-dire qu'un site donné pourrait avoir affiché à l'époque un fichier robot.txt qui avait une donnée sensible, etc. ou qui avait utilisé une certaine architecture interne qui se reflète dans l'URL. Par exemple, il avait un /app qu'il utilisait, je ne sais pas, une technologie PHP, bref, quelque chose comme ça. Et on va donc pouvoir en fait attaquer l'historique d'un site donné en pouvant potentiellement conclure que si le site avait à un moment donné telle ou telle technologie, peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, il a encore des failles, même si on ne le voit plus. Vous vous rendez compte de la recherche qu'il est possible de faire par rapport à l'OSINT et par rapport à tout l'historique des sites web qui se trouvent actuellement sur Internet. Vraiment un gros sujet là-dessus, et je pense qu'on n'est pas à l'abri de découvrir encore dans les futurs mois ou années des grosses révélations par rapport à tout ça. Numéro 4, l'Internet des objets et par extension la bioinformatique. Rien qu'en citant ces deux noms, on comprend tout de suite les implications avec la cybersécurité. L'Internet des objets, c'est en somme rendre des objets communicants, donc éventuellement votre frigo, miroir, voiture, cadenas de vélo ou encore parapluie. Et je ne parle pas là au futur. Alors se faire pirater son parapluie peut certes être drôle, mais sa voiture un peu moins. Quant à la bioinformatique, elle représente des risques évidents pour la santé d'une personne, car se faire pirater sa pompe à insuline ou un implant, ça pourrait tuer. À ce niveau, je vous réfère à nouveau aux différents papiers de recherche. L'Internet des objets est un domaine, là aussi, en pleine expansion, très vaste. On a par exemple le véhicule à véhicule ou le véhicule à infrastructure, qui sont des technologies permettant à deux véhicules de communiquer en temps réel des informations ou de communiquer avec l'infrastructure routière. Là encore, des choses qui vont être sur le marché bientôt, qui vont être à sécuriser. La cybersécurité s'appliquera de façon constante et transversale à toutes les nouvelles technologies. Et pour en venir à ça, la bête noire des objets connectés sont les dénis de service. L'objectif pour un pirate étant de mettre hors service la communication, voire de la détourner ou de l'espionner. Du côté des projets, la communauté se base surtout en ce moment sur deux piliers. La détection d'anomalies sur le réseau
et la visualisation en temps réel. Dans ce second cas, pour l'exemple, il y a l'excellent NetData qui permet de visualiser toute une infrastructure facilement en ajoutant divers systèmes à surveiller via un tableau de bord. On peut par exemple voir en temps réel la quantité de CPU, la mémoire RAM, les anomalies, les erreurs, les requêtes, bref c'est un outil ultra pratique dans beaucoup de situations. Je vous donne à nouveau le GitHub en question, NetData tout simplement, où vous pouvez voir comment l'installer et surtout voir ici la démo. Si je clique dessus, et bien regardez ce que NetData peut faire. Vous voyez justement System Overview, les écritures, lectures sur le disque, le CPU, l'utilisation CPU. Ici on a l'utilisation également du CPU de façon plus granulaire avec même les horaires, etc. On peut filtrer bien sûr sur le côté. Vous voyez ici les bases de données par exemple, tout ce qui se passe à nouveau en temps réel. Le serveur web Apache avec les différentes requêtes web, la base de données PostgreSQL, on peut également filtrer par là. Vous voyez qu'on a vraiment une interface énorme qui permet à nouveau, qui permet vraiment de tout voir à défaut de gérer en direct. Et ça, je pense que c'est également l'avenir de tout ce qui est Internet des objets, parce qu'on aura absolument besoin de ce type d'interface lorsque on aura des objets ici et là, des menaces, des alertes ici et là. Il y aura des métiers qui vont se créer par rapport d'une part à la création de tels tableaux de bord, d'autre part par rapport à la maintenance de ces tableaux de bord, et peut-être des métiers transversaux à tout ça, avec le fait que l'objet en lui-même devra communiquer de façon plus ou moins standardisée, via un protocole par exemple standardisé, ces informations pour ensuite les récupérer, éventuellement trouver des alertes, créer des systèmes. Vous voyez on est vraiment au balbutiement, il y a beaucoup de choses à créer également à ce niveau. Et pour finir, numéro 5, la gestion des risques, les normes et les lois. C'est l'aspect le moins technique de la cybersécurité, mais qui n'est pas le moins important. Il faut comprendre que de nombreux règlements nationaux, européens, même internationaux, sont imposés aux entreprises, notamment au sujet du traitement des données personnelles, comme le fameux RGPD que j'ai cité. On rejoint là le domaine de l'OSINT, mais plus d'un point de vue régulation. Les entreprises vont en fait avoir besoin de personnel pour les aider à mieux comprendre et à éviter divers risques, à la fois techniques mais aussi juridiques. Le métier de DPO a été créé en même temps que le RGPD, plus que créé d'ailleurs, il a même été imposé. Et là, ça me permet de rebondir sur une remarque importante concernant les études et les diplômes pour travailler dans la cybersécurité. DPO n'existait pas il y a encore 10 ans, voire même moins que 10 ans. Comment est-ce que c'est possible qu'on puisse demander un diplôme pour un métier qui arrive avant qu'il y ait une formation pour celui-ci? J'étais moi-même consultant junior chez Capgemini, aujourd'hui qui est numéro 2 en France en cybersécurité si je ne dis pas de bêtises, et on avait à l'époque un collègue qui était ingénieur, chef de projet. Il a raconté à plusieurs reprises qu'il avait le niveau ingénieur sans bac+5. Il avait un DUT en informatique. De mon côté, j'avais certes un bac+5, mais avec une dizaine d'heures de cybersécurité enseignées pendant 5 ans d'études. Le manager à l'époque m'a dit lors de mon entretien, lorsqu'il avait mon CV dans la main, « Ah, ça super, ça c'est vraiment ce que j'adore lire ». Et je ne savais pas trop de quoi il s'agissait, et en fait, il parlait d'une seule ligne sur mon CV, où j'avais remplacé à l'époque job d'été plantation de bruyère par administration d'un blog de sécurité informatique. Et il me disait justement que lorsqu'il cherche des candidats, avant tout ce qu'il regarde, c'est pas seulement le diplôme et le fait qu'on a un esprit curieux et polyvalent, mais il disait que les projets, le fait de montrer qu'on est vraiment passionné par le domaine, qu'on est déjà, en fin de compte, expérimenté dans celui-ci. L'expérience n'est pas forcément en tant que salarié CDI dans un job, l'expérience elle peut se montrer de diverses manières. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui je peux vous dire ça, parce que moi-même je l'ai appris comme ça sur le terrain, on va dire, par le recruteur lui-même, et je ne pensais pas que c'était aussi important. Mais vraiment aujourd'hui je le comprends, et j'imagine, et je dis même que c'est le plus important de tout, de pouvoir montrer cette expérience par les différents projets dont je parle par exemple dans cette vidéo. Et plein d'autres preuves existent. Orange Cyberdéfense, numéro 1 en France dans le domaine de la cybersécurité, a lui aussi des offres d'emploi pour débutants, sans prérequis de diplôme. J'en ai récupéré ici, analyste sécurité, veille en vulnérabilité, votre rôle, blablabla, honeypot justement, vous voyez que
Comme quoi, là encore, je vous raconte pas n'importe quoi, c'est justement ce qui est recherché ici sur le post que je viens de vous trouver. Et on a votre profil, nous recherchons avant tout des talents, des personnes curieuses souhaitant faire partager leur savoir, leur expertise, etc. Cependant, un bagage technique avancé en sécurité informatique est nécessaire. Évidemment, c'est toujours nécessaire, et surtout quand on est numéro 1 du secteur, on va pas dire on cherche les moins bons, on veut souvent le top du top. Mais juste pour vous dire, ici il n'y a pas marqué on veut un bac plus 5, il y a marqué écoutez, on veut une personne qui soit compétente, Unix, Linux, Windows, sécurité informatique. Forcément, si on veut faire un domaine un métier dans le domaine, il faut avoir ces compétences. Mais on ne vous dit pas il faut un bac plus 5, c'est important, un CDI, analyste sécurité. Ce n'est pas le seul poste, ici j'ai analyste forensique, même chose, votre rôle, blablabla, analyse de la mémoire, analyse de malware, et on dit à nouveau, vous exercez votre passion pour le domaine de la sécurité informatique depuis au moins 3 ans, à nouveau cette fameuse expérience à pouvoir montrer, et voilà, etc. On ne vous dit pas il faut un diplôme obligatoirement, on vous dit il faut une expérience. Troisième exemple, parce qu'il y en a plein, et pas seulement chez Orange, consultant sécurité, donc cette fois-ci vraiment le niveau cadre type ingénieur, qui est donc à la base bac plus 5, et si je vais à nouveau dans votre profil, on nous dit bac plus 3 à 5, dans le domaine de l'informatique, des systèmes, idéalement dans la sécurité. La personne qui a écrit ça a bien compris que les métiers arrivent, les besoins surtout arrivent, donc les métiers arrivent, mais on n'a pas forcément les formations qu'il faut derrière. On est en pénurie de compétences depuis des années, et c'est de pire en pire en cybersécurité. Donc ce qu'il faut, il faut quand même des talents. On ne peut pas dire, écoutez, venez en cybersécurité même si vous ne savez rien. C'est un domaine qui est important, il y a des risques, des vrais risques avec des données personnelles, des piratages, etc. Donc on ne peut pas prendre, pardonnez-moi l'expression, le premier venu, mais on n'est pas obligé d'avoir un bac plus 5 pour prouver absolument quelque chose. Je ne dis pas du tout par là que le bac plus 5 ne sert à rien, que l'école ne sert à rien. Ça sert évidemment à beaucoup de choses, notamment à apprendre la gestion de projet, la gestion du temps, tout ce qui est travail en équipe, tout ce qui est travail avec le stress, pouvoir rendre des devoirs à temps. C'est tout un ensemble qui est intéressant par le fait d'étudier et d'avoir un bac plus 5, mais point de vue purement technique, un autodidacte peut tout à fait apprendre, et peut-être même plus qu'une personne qui suit le parcours officiel à l'université, comme je l'ai fait moi-même, parce que j'aurais pu en apprendre beaucoup plus sans les cours, encore une fois, purement techniques que j'ai eu à l'université. Cela vraiment pour vous motiver si vous débutez, ce n'est pas grave si vous n'avez pas un diplôme, montez en compétences, faites certifier si vous le pouvez vos compétences, montez vos propres projets, portfolio, et vous pourrez le faire, il n'y a aucune raison. La pire erreur serait de se dire que on nous a dit que ce n'est pas possible, c'est un métier réservé à une certaine élite, et c'est cet état d'esprit en fait perdant qui vous fait finalement passer à côté de votre propre carrière et potentiellement de vos propres objectifs de toute une vie. Je l'ai également dit, les entreprises qui sont souvent des poids lourds, qui ont un certain budget, elles vont systématiquement vouloir des profils seniors, déconfirmés. Il faut savoir que Google, par exemple, a tout un processus de recrutement avec des challenges, une batterie de tests. Ils veulent vraiment la crème de la crème, le meilleur possible. Et donc, naturellement, c'est beaucoup plus difficile pour un débutant de venir se présenter chez Google. A l'inverse, une start-up qui, elle, vient de débuter, qui a besoin de main-d'œuvre, qui a besoin de compétences peut-être un peu plus pour ses propres objectifs à elle, qui sont peut-être moins de haut niveau, comme à l'armée où il faudrait vraiment un truc vraiment très précis, très très professionnel. Et bien là, vous pouvez commencer à faire vos pas et à monter en compétences, et ainsi, au fil des années, à monter en hiérarchie, à monter en poste. Et donc, c'est vraiment ça le processus qu'il faut comprendre. Il ne faut pas se baser, vous l'avez compris, sur juste le fait qu'il faut un bac plus 5 et que c'est interdit autrement pour vous. Le domaine est suffisamment large pour trouver une place et j'en suis vraiment convaincu. Et d'ailleurs, les étudiants Cyberini le montrent eux-mêmes parce qu'on a presque que des candidats en reconversion qui viennent de différents métiers, de différents domaines, de tout âge et de tout diplôme. Bien, pour en revenir à notre sujet, au niveau des projets concrets sur ce point avec les lois, les réglementations, eh bien vous allez voir que c'est un petit peu paradoxal, mais ce RGPD a également permis aux développeurs de trouver des nouvelles activités, voire de nouveaux postes.
Cela pour mettre à niveau les exigences du règlement, comme les fameuses bannières cookies, mais aussi tous les changements internes sur les suppressions automatiques de données au bout d'un certain temps, imposées par le RGPD, la portabilité des données également. Bref, le futur juridique et réglementaire aura certainement encore un impact technique sur le monde de la cybersécurité dans le futur, et mon conseil ici, c'est d'anticiper les éventuelles lois futures qui auront justement un impact sur la sécurité et vous y préparer dès maintenant. Je vous joins un GitHub Cookie Consent pour l'exemple, c'est un service, une application JavaScript qui permet justement de se conformer à ce RGPD, projet qui date un petit peu actuellement, mais c'est pour vous donner vraiment un exemple concret sous la main. Ce classement n'est bien sûr pas exhaustif et seul le futur nous dira ce qu'il en est concrètement, mais évidemment on peut d'ores et déjà ajouter la blockchain, la réalité virtuelle, la formation de personnel, puisque le problème est avant tout et surtout humain, les implications géopolitiques aussi, comme on l'a vu avec la guerre en Ukraine. On a beau parler des lois, des réglementations locales, etc., mais quand un État déclare une cyberguerre à un autre, on monte à un tout autre niveau. Vous noterez aussi que même s'il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences ultra techniques dans ces domaines cités, eh bien, on voit que souvent la programmation est quand même au cœur de cela, à la fois pour développer des technologies, mais aussi pour créer des solutions de façon générale. C'est pour cela que mon meilleur conseil pour un débutant en cybersécurité, je le redis, c'est de créer un portfolio d'outils, de projets, de sites web qui vous permet à la fois de pratiquer, d'apprendre, mais aussi de prouver vos compétences ensuite. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne si ça vous intéresse, et je vais peut-être encore vous annoncer quelque chose qui vous plaira à ce sujet prochainement. Pour chacun de ces 5 points, je suis également disponible pour vous faire une vidéo dédiée si besoin, alors n'hésitez surtout pas à mettre un pouce, à écrire un commentaire sur la vidéo qui vous intéresse, et je vous retrouverai avec plaisir dans la prochaine vidéo.